tous et bienvenue dans l'émission Et demain, l'Europe. L'Europe ne régule-t-elle pas trop ? Et si elle investissait plus ? C'est la question qu'on va investiguer aujourd'hui avec nos deux invités. Jérôme Kriel, directeur du département des études de l'OFCE. Jérôme Kriel, bonjour. Bonjour. Merci d'être notre invité. Au miroir, monsieur Jean-Philippe Delsol, président de l'IREF, l'Institut de recherche économique et fiscale, et avocat par ailleurs. Jean-Philippe Delsol, bienvenue. Bonjour, dans ce plateau de TV Finance. Alors, l'Europe s'était mise d'accord en février, si vous vous rappelez, sur la première loi au monde pour réglementer l'intelligence artificielle. Et oui, en Europe, on est souvent les premiers à régir, à réglementer. C'est en l'occurrence à Bruxelles une loi qui pose des obligations de transparence aux entreprises de l'IRA. Et on a coutume de dire, finalement, si on regarde, les États-Unis innovent, la Chine investit, s'inspire, et puis l'Europe régule. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée pour créer de la richesse, des revenus, de la croissance, tout simplement, Jean-Philippe Delsol ? Je ne crois pas que ce soit une bonne idée, pour être honnête. Je pense que c'est même, finalement, l'épine dans le pied de l'Europe. On peut dire que, d'une manière générale, si l'Europe est plus faible, elle l'est. Je donne un chiffre, on pourrait en donner beaucoup d'autres. Entre 2010 et 2020, croissance du PIB par habitant aux États-Unis 1,7% par an. En Europe, tout confondu, dans l'Union européenne, moins de la moitié, 0,8. Donc pourquoi ? Eh bien, précisément, je le pense, parce qu'il y a plus de normes et moins de liberté d'innovation, d'entrepreneuriat. On peut donner là aussi beaucoup d'exemples. L'agriculture en est le parangon, c'est le modèle de la norme absolue. Mais ce que je soulignerais, on pourra revenir probablement là-dessus, mais ce que je soulignerais, c'est que avant d'accuser l'Europe, peut-être devrions-nous, Français, nous accuser nous-mêmes. Car en plus, pour nous Français, et c'est ce dont souffrent beaucoup tous nos secteurs économiques, eh bien, là où l'Europe fixe des normes, nous les transposons, parfois à l'avance même, et en augmentant encore les contraintes. Alors je peux donner quelques exemples dans le temps, mais tout en restant d'ailleurs dans la présidence Macron. Mais ceci dit, je donne quelques exemples. Alors quelques exemples agricoles, ce sont les plus nombreux et peut-être les plus faciles. Quand l'Europe dit qu'il faut autoriser toute exploitation porcine de plus de 2000 porcs, la France dit oui de plus de 450. C'est autant de coûts supplémentaires pour les exploitants agricoles. C'est la même chose dans l'industrie, par exemple, pour les poussières de bois. Les poussières de bois, c'est dangereux, on le comprend bien. Donc l'Europe dit, attention, au-delà, sur 8 heures d'une exposition à plus de 5 mg par mètre cube dans un établissement industriel, eh bien, il faut prendre des mesures. La France transpose et elle dit la même chose, sauf qu'au lieu de 5, elle dit au-dessus de 1 mg. Donc, en fait, c'est beaucoup plus lourd et surtout beaucoup plus coûteux. Alors, ça peut se justifier dans certains cas, je ne cherche pas à... Mais, ceci dit, la vraie question, oui, on a trop de normes et en plus, nous, en France, on surtranspose et c'est probablement là qu'est le problème. C'est vrai que y avait eu un vrai télescopage, je parle de cette journée de février, ce jour où l'Europe réglementait sur l'IA. En bourse, la capitalisation de Meta, qui est maison mère de Facebook, bondissait de 200 milliards de dollars, plus 37% en une séance, sur d'excellents résultats financiers, parce que ça voulait dire que ces excellents résultats, ça voulait lui permettre d'investir massivement dans l'IA. Donc, est-ce que l'Europe n'est pas en train de perdre la bataille contre les États-Unis dans le domaine de l'IA et contre la Chine dans le secteur des véhicules électriques, mais elle est en tête en matière de réglementation. Alors, je voudrais peut-être revenir sur les raisons qui fondent l'existence de ces nombreuses réglementations. Je crois que l'Europe est porteuse de valeurs.
Depuis sa naissance et depuis la création de la CEE, la Communauté économique européenne, on s'est doté en Europe d'un certain nombre de valeurs qu'on veut voir respectées. Et dans ces valeurs figurent les notions de bien-être, les notions de soutenabilité. C'est déjà inscrit en 1957 dans le traité sur l'Union européenne, qui deviendra le traité sur l'Union européenne. Et pour atteindre à ces valeurs et au respect de ces valeurs, on a un peu décidé effectivement de réguler l'activité. Alors on a toujours été interventionniste en Europe, mais quand on regarde comment fonctionnent les États-Unis d'Amérique, comment fonctionne la Chine, ces deux mastodontes qui sont nos principaux concurrents. Il y a un allié qui est malheureusement un de nos concurrents directs, les États-Unis d'Amérique. Il y a énormément d'interventionnisme. Donc pourquoi est-ce qu'on régule ? Parce qu'aussi on a été d'une profonde naïveté au tournant des années 80-90 par rapport à la globalisation alors financière et commerciale, à la mondialisation tout simplement, où on s'est imaginé pouvoir délocaliser nos productions ici et là et voir revenir des produits que nous importions disposant des mêmes qualités que celles que nous aurions produites si nous les avions produites sur notre territoire national. Et là, on est en fait dans une situation où on revient sur cette naïveté et qui nous amène, on en parlait juste avant l'émission, à repenser la question de souveraineté. On a eu une politique de concurrence qui a participé de la déréglementation, notamment financière, et la déréglementation financière, il y a 15 ans, a provoqué une grave crise internationale qu'on croyait être confinée aux États-Unis. C'était au début de la crise financière, c'est Lehman Brothers, c'est pas nous Européens. Et puis on a pris une récession dans les dents, on a pris une crise des dettes souveraines à la suite parce qu'il fallait bien essayer d'atténuer le coût financier de cette crise bancaire. C'était une crise bancaire, c'était pas une crise sociale, c'était une crise bancaire. Et de ce fait, moi j'ai envie de dire que on a sans doute besoin de réglementation après avoir été trop dans la déréglementation. Et puis on fixe des normes. Et on fixe des normes, et bien qu'on fixe des normes, et peut-être il y a plein d'exemples, et M. Delsol avait sans doute raison de le rappeler, de surréglementation, mais il y a des réglementations qu'on n'applique pas. On est aujourd'hui à quelques semaines des élections européennes, on va discuter beaucoup sans doute du pacte vert européen, trop de réglementation, on impose trop de normes. Quand on voit les réalisations concrètes aujourd'hui du pacte vert européen, on peut se dire qu'une partie du chemin a été réalisée, notamment sur les questions climat et énergie. Mais tout ce qui concerne l'agriculture, tout ce qui concerne la biodiversité, on est très très loin du compte. On n'a rien fait. Alors, la question c'est, est-ce qu'on n'aurait pas dû avoir le pacte vert ? Sans doute qu'il y a de bonnes raisons d'aller vers ce pacte vert. On a raison d'essayer d'améliorer notre souveraineté énergétique, de réduire nos consommations énergétiques, d'avoir un autre mix énergétique. Mais il y a d'autres questions qui se posent. L'Europe ne pourra pas tout faire toute seule, mais elle lance un peu la mode et on espère que ce soit mieux mis en œuvre. Et aujourd'hui, notamment dans le domaine agricole, c'est loin d'être réalisé. Donc on a des normes qu'on n'applique pas. Je reviens à ce que vous disiez, c'est vrai que se poser des questions sur l'éthique, la transparence, les discriminations, les biais, ce sont des questions légitimes, mais c'est vrai que pendant ce temps, on a vu Tesla est né aux États-Unis, SpaceX, les Chinois, eux, adaptent sur un marché considérable 1 milliard, et donc j'ai entendu cet appel de 35 prix Nobel qui implorait les responsables politiques de rejeter enfin les ténèbres de l'alarmisme anti-scientifique et de dire laissez-nous essayer parce qu'ils sentent les contraintes. Pour autant, la course mondiale, la compétition demande d'utiliser toutes ses forces, n'est-ce pas, Jean-Philippe Delsol ? Absolument. Je ne partage pas effectivement tout à fait votre analyse. Je prends l'exemple, alors vous avez, c'est facile parce que c'est quand même le cœur de la politique européenne. Prenez-vous aussi l'exemple de l'agriculture. La France était champion agricole d'Europe et un des champions du monde il y a 20-30 ans. Elle ne l'est plus. Pourquoi ? Mais parce que on a transformé nos agriculteurs en agents administratifs. Je suis très étonné de nos politiques qui ont en fait des cerveaux avec deux hémisphères qui ne se parlent pas l'une à l'autre. Je prends un exemple.
alors que les agriculteurs sont dans la rue, qui disent il faut arrêter cette folie des normes, et que tous les politiques disent oui, vous avez raison, il faut arrêter cette folie des normes. Eh bien, le 27 février dernier, il y a 2 mois, tranquillement, à l'Assemblée nationale, puis au Sénat, ils votent une loi sur la biodiversité qui dit des choses folles. Je prends un exemple, quelques exemples. On impose aux agriculteurs, selon évidemment les produits, etc., les dates de semences, les dates de récolte, etc. Mais est-ce que vous ne croyez pas que les agriculteurs, depuis tout temps, sont plus capables qu'un préfet ou qu'un ministre de dire en fonction du temps, qui est variable chaque matin, à quelle date il faut semer et récolter? Eh bien, je pense qu'on est là véritablement dans Ubu-Roi. Et de la même manière, quand M. Breton, ce champion de l'industrie française qui a mené Atos à sa perte en ne faisant pas les bons investissements au bon moment. En tout cas, ça va très très mal depuis qu'il n'y est plus, hein, quand même. Oui, depuis qu'il a laissé Atos avec des investissements qui n'étaient pas les bons. C'est exact. Donc, ce champion qui, aujourd'hui, dit « Je suis toujours champion ». D'ailleurs, regardez, je fais les lois en matière de régulation de données ou de régulation de l'IA qui sont les plus importantes du monde. Donc, je suis champion. C'est comme si la France disait « Regardez, je suis championne. C'est moi qui, au monde, a les prélèvements obligatoires les plus importants et les dépenses publiques les plus importantes ». Ce qui est le cas. Eh bien, justement, ce sont ces courses au championnat dans les mauvaises lignes de course qui nous amènent aujourd'hui à avoir des difficultés concurrentielles avec les autres pays du monde. C'est un peu la faute du RGPD, hein. Tout le monde s'était inspiré en du partie, RGPD en 2018. On avait dit c'est formidable que la France ait commencé là-dessus voilà, on continue de réguler. Je reviens sur la partie investissement parce que d'un côté, les États-Unis ont sorti l'IRA, hein, ce grand plan d'aide voté par le Congrès américain en 2022. L'Union européenne a répondu et là aussi on se demande si on fait jeu égal. On parle des investissements que demande la transition énergétique, transition digitale. Est-ce qu'il faut faire comme les États-Unis Alors là, il faut quand même bien remarquer que les Américains nous ont copiés. Donc on le remet dans l'histoire. Voilà, je pense que on a commencé avec la crise sanitaire de 2020 par créer un grand plan de relance de l'investissement digital et en faveur de la transition écologique, appelé Next Generation EU, sur 6 années, avec des montants de l'ordre de 700 à 800 milliards d'euros pour l'ensemble des États membres sur 6 années. Bon, c'est pas tant que cela, avec moitié-moitié des subventions et des prêts. Les prêts, c'est coûteux pour les États membres qui les réclament, parce qu'il faut payer les intérêts sur les prêts et rembourser les prêts. Les subventions, c'est plus de l'argent facile. On remboursera au plus tard en 2058, mais on est à moitié-moitié. Ce qu'ont fait les Américains, c'est qu'ils ont copié. Les montants, c'est 360 ou 400 milliards d'euros pour l'IRA. A priori, ce sera sans doute beaucoup plus parce qu'il s'agit de crédits d'impôt, de subventions, et pas du tout de prêts. Donc, ce qu'ils ont fait de mieux que nous, c'est aller directement vers des subventions pour s'assurer que les entreprises les réclameraient pour réaliser les investissements dans la transition écologique dont les États-Unis semblent dire qu'ils en ont le besoin. Nous, on a communiqué sur des chiffres plus importants, on en fait un petit peu moins, et donc on fait un peu moins d'investissements. Et c'est la raison pour laquelle un certain nombre d'Européens, je pense à Mario Draghi, sans doute Enrico Letta, sont en train de penser peut-être à une sorte de Next Generation EU 2.0 qui, moi, me laisse dubitatif dans la mesure où, pour l'instant, on n'a pas utilisé tous les fonds alloués de Next Generation EU et on n'en a pas fait vraiment le bilan. Mais je pense que c'est les États-Unis qui nous ont copiés. Alors nous, on a réagi avec le Net Zero Industry Act, réaction européenne à l'IRA. Je reprécise qu'il vise à relocaliser une partie de la production des technologies énergétiques propres sur le continent européen. Voilà, je vous remercie, ça m'aide beaucoup. C'est exactement ce que fait l'IRA, mais sans un sou. Donc les Américains ont une politique de subvention
ultra agressive. Parce que leur idée, c'est quand même que les industries se localisent aux États-Unis, quelle que soit leur nationalité d'origine. Donc les entreprises européennes qui veulent vendre aux États-Unis ont tout intérêt à s'installer aux États-Unis. Déjà cédé aux sirènes, effectivement, voilà. américaines. Ouais. Et puis, et donc nous n'avons pas du tout la même stratégie agressive d'incitation des industries américaines à s'installer sur notre territoire, des Chinois à s'installer sur notre territoire, ce qui fait aussi une grande différence dans notre capacité industrielle. On a justement, dans ces derniers jours, célébré des groupes étrangers qui investissent en France. Et effectivement, est-ce que ces plans, ces enveloppes, il y a des montants importants? Et puis parfois on nous dit mais il n'y a pas assez de projets en Europe. Est-ce que ça diffuse bien? Aux États-Unis, on a l'impression c'est très concret. Hop, ça va générer des projets, des emplois rapidement. Et nous, la machine met du temps à se mettre en route. Vous l'analysez comme ça? C'est exact, mais de toute façon, c'est une mauvaise machine en soi, de mon point de vue. Et pour une fois, d'ailleurs, vous avez parfaitement raison, M. Kriel, les Américains nous le copient. Je crois qu'ils ont tort. Pourquoi? Parce que, en fait, d'abord, en Europe, je trouve ça assez scandaleux parce que c'est totalement contraire aux traités. Les traités européens ont été fondés, vous le rappeliez tout à l'heure à juste titre, sur des valeurs. Ces valeurs étaient la liberté. La liberté des échanges entre personnes, entre produits, entre services, entre capitaux. Bon. Et aujourd'hui, on dit que la liberté, c'est la contrainte de l'organisation de ces libertés. Mais ça n'est pas ça. La liberté, c'est l'exercice libre par les citoyens, par les entreprises, de leurs échanges de toutes sortes. Et il faut probablement, je ne nie pas le contraire, un certain nombre de normes à minima pour que précisément ces échanges s'organisent. Mais trop d'échanges, tu les changes. Et nous en sommes là. De la même manière que trop d'argent, finalement, tue l'argent aussi. Et je m'explique. En fait, ce que l'Europe est en train de démontrer avec son plan à 800 et quelques milliards, parce qu'en fait on dit 750, mais c'est 750 valeur 2018, c'est en réalité 807 ou 8, je ne sais pas, valeur 2022, et encore au plus aujourd'hui. Donc ce sont des montants considérables, hein, tout de même. Avec cette enveloppe considérable, l'Europe démontre que les choses ne se font pas d'en haut. L'Europe dit j'ai 800 milliards et je vous les donne. Alors d'abord elle dit je vous les donne mais il faut respecter 25 000 conditions. Et chaque pays doit respecter 25 000 conditions. Ce qui fait d'ailleurs que la France, par exemple, je dis 25 000, c'est exagéré. Caricatural, absolument. Mais je donne un exemple précis. Pour libérer une part de la dernière subvention qu'on aurait obtenue fin 2023, la France a dû remplir 55 jalons, je crois que c'est comme ça qu'on les appelle, et de manière très, très scrutée par la technocratie européenne. Alors, la conséquence de tout ça, c'est quoi? C'est qu'on alourdit énormément les coûts, les procédures, les délais de mise en œuvre, et qu'on crée plein d'interstices de fraude. Confère d'ailleurs ce qui arrive en Italie, bien sûr, où on a découvert il y a quelques jours ou quelques semaines que des centaines de millions, hein, tout de même, c'est pas rien, avaient disparu dans la nature pour acheter, non pas des entreprises ou autres, mais des voitures de luxe. Quant à la France, c'est pas de la fraude tout à fait comme ça, enfin en tout cas on l'a pas découverte, et je pense que non, mais par contre, comme on ne sait pas quoi faire de cet argent, alors on l'utilise à renforcer simplement l'État-providence qui prend cet argent de l'Union européenne en pensant qu'il est gratuit. Il ne l'est pas, car il faudra le rembourser un jour, pour, en fait, aider à ces plans de subvention qu'il a lui-même pour MaPrimeRénov' ou pour d'autres types d'aides de ce genre. Donc. Et en fait, je crois, si vous voulez, qu'en faisant cela, l'Europe détruit le marché. Elle détruit les prix du marché. Elle détruit les relations entre les opérateurs du marché. Et en détruisant les prix, on détruit la réalité des besoins et donc, en fait, on tue à terme une bonne croissance. C'est quelque chose qu'on retrouve toujours dans le monde. Trop de subventions publiques, notamment aux agents économiques, en fait, créent la confusion dans leurs rapports. Et cette confusion, elle est génératrice d'une absence de créativité ou d'une mauvaise créativité. Quand on a de l'argent pour des projets technocratiques, on l'utilise à cette fin et on ne l'utilise pas au bon endroit. Voilà ce que je crois aujourd'hui.
peux réagir. Non, sur la question là, des subventions européennes, notamment en faveur de la transition écologique, il faut quand même garder en tête qu'un certain nombre de ces investissements à réaliser dans la transition énergétique ne sont pas du tout rentables à moyen ou long terme pour les entreprises privées. Donc on ne peut pas attendre des entreprises privées qu'elles les réalisent, sauf à bénéficier de crédits d'impôt, de subventions ou à être réalisées directement par la puissance publique. Et c'est là qu'intervient Next Generation EU. Et c'est là aussi que doivent intervenir les politiques publiques pour produire ces biens publics européens qui seront favorables à tous, sans qu'un secteur particulier en bénéficie et puisse se prévaloir d'un rendement positif. Il ne va pas y avoir de rendement positif sur la rénovation des bâtiments. C'est extrêmement compliqué d'en calculer la rentabilité. Pour autant, il faut le faire pour essayer d'être moins consommateur d'énergie et remplir les objectifs qu'on s'est assignés. Donc je pense que la politique publique a de l'importance. Ce qui aujourd'hui doit être réfléchi, c'est ce que doit faire la puissance publique, quelles sont les politiques publiques dont nous avons besoin au plan local, au plan national et au plan européen, et bien articuler ces différentes politiques. Il y a des choses qui seront mieux faites au plan local parce que, comme vous le disiez tout à l'heure à propos d'un agriculteur, il sait sans doute mieux ce qui se passe sur sa terre qu'un technocrate où qu'il soit. Eh bien, un maire a peut-être plus de connaissances de ce dont il a besoin dans son agglomération, un préfet pour son département et les régions, et puis éventuellement l'État. Mais il y a des dimensions européennes qui sont incommensurables, et je pense qu'il nous faut aussi avoir des fonds européens pour faciliter cette transition écologique, parce que ce qu'on disait tout à l'heure sur on a perdu pied européen par rapport aux Américains, on a aussi un grave problème européen, c'est nos divergences. C'est qu'on nous a vendu l'euro comme un mécanisme de convergence, qu'on allait tous avoir des produits intérieurs bruts par tête, des bien-être par habitant à peu près convergents, et c'est pas du tout ce que l'on constate. On a des divergences d'intérêts. On n'est pas tous dépendants du gaz russe quand il intervient une guerre russe en Ukraine, et de ce fait, les Allemands n'ont pas les mêmes avantages avec les politiques publiques que pourraient les avoir les Italiens ou les Français, et c'est tout ça aussi qui nous freine. Un problème de coordination sur longue durée des PIB des États membres. Absolument, mais en PIB par habitant par rapport aux États-Unis, on a perdu. Justement, récemment, on parle de plans qui ne sont pas nécessairement tous délivrés, c'est-à-dire des enveloppes importantes, mais pas nécessairement utilisées, implémentées. Mais Emmanuel Macron, chef de l'État, a d'ores et déjà réclamé que l'Union européenne double les investissements publics dans les secteurs d'avenir, ça date d'il y a quelques jours, pour rattraper son retard sur les États-Unis et la Chine. Emmanuel Macron a dit qu'il faudrait entre 650 et 1000 milliards d'euros d'investissements publics et privés supplémentaires par an pour financer les industries. Alors, est-ce que, c'est vrai, Washington, Pékin subventionne, peut-être sur-subventionne leurs entreprises, est-ce qu'elles respectent ainsi les règles du commerce? Voilà, on a besoin de remettre une enveloppe sur la table, Jean-Philippe Delsol? Personnellement, je ne le crois pas, mais effectivement, vous avez parfaitement raison. Nous assistons à une sorte de concours Lépine, comme on dit, de celui qui proposera la plus forte subvention. Alors, Madame Hayé a pour le moment gagné, mais ce n'est peut-être que provisoire. Elle a proposé, dans la lignée de M. Macron, son mentor, que, effectivement, l'Europe, dès que le Parlement sera élu, s'emballe en proposant un plan à 1000 milliards. Bon. Alors, 1000 milliards, pourquoi? Parce que c'est symbolique, sans doute, mais c'est quand même considérable, sachant que ces plans à centaines de milliards ou à milliers de milliards maintenant, il faudra les rembourser. Monsieur Macron nous a dit « c'est pas grave, c'est pas le contribuable qui paiera ». Vous vous souvenez de cette phrase peut-être. En réalité, c'est faux, c'est bien le contribuable qui paiera, car pour le plan Covid à 750, 800, 850 milliards, on a imaginé au niveau européen deux façons de payer, qui sont la taxe plastique, qui va rapporter au mieux probablement 4 ou 5 milliards par an, et la taxe carbone, dont on ne connaît pas le rapport, on sait surtout qu'elle détruira beaucoup d'emplois, probablement en Europe, d'ores et déjà Rexecode, un autre think tank,
a chiffré que ça coûterait, quand cette taxe sera complètement mise en place, 4 milliards par an aux industriels français, pardon, pas européens, français, qui seront frappés par ce système. Donc, en réalité, si vous voulez, je crois qu'avant d'imaginer des plans politiques et technocratiques, il faut surtout imaginer que les vrais besoins, y compris sur le plan de l'évolution écologique, que je ne mésestime pas, ce sont les industriels qui peuvent y répondre le mieux. Et les consommateurs d'ailleurs aussi. Et le lobbying des consommateurs peut y aider. Il y aide déjà. Mais il ne peut pas y avoir... Alors peut-être qu'il peut dans certains cas y avoir besoin d'argent public pour accompagner. Vous l'avez dit, je ne le néglige pas non plus totalement. Mais cet argent public ne peut être utile que si parallèlement le marché est suffisamment libre, réactif, vigoureux pour savoir l'utiliser au bon moment. Plutôt que d'attendre les dictates qui viennent de Bruxelles pour pouvoir utiliser telle ou telle partie de cet argent. Voilà, je crois, l'essentiel. Il n'y aura pas de bon effet de cet argent s'il est trop important, parce qu'il va, je l'ai dit tout à l'heure, être la perversité du marché, et s'il ne s'accompagne pas d'une grande libération des marchés. Jérôme Kriel, vous jonglez avec les chiffres à l'OFCE. Dernièrement, en mars, il y a un chiffre qui a fait l'effet d'un électrochoc. Le déficit public de la France, 154 milliards d'euros en 2023. Le gouvernement tablait sur une progression de ce déficit de 4,9% du PIB. On parle au niveau européen, mais au niveau français aussi, il y a des dérapages. Et l'idée, on continue de sortir les carnets de chèques, ce qui peut être nécessaire parce que les besoins pour mettre en œuvre cette transition énergétique digitale, ne faut pas se le cacher. Il y a besoin de leviers, de ressources, sauf qu'à un moment, ça se retrouve dans les finances publiques déjà exsangues des États membres, notamment de la France. Donc je pense qu'on est tous d'accord sur le fait qu'il y a des besoins d'investissement dans la transition écologique. Je pense. Après, les montants peuvent différer. Je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que ça réclame des investissements privés, mais certainement également des investissements publics, surtout pour les investissements non rentables, que les entreprises privées n'ont aucun intérêt à réaliser. Et donc, partant de ce constat, on a des besoins d'investissement et de financement. Il faut avoir en tête que l'Union européenne s'est dotée de règles budgétaires qui sont strictes, qui ne sont pas respectées forcément strictement, donc qui ont été assouplies qui ont été mises entre parenthèses, suspendues, même le terme est consacré, elles ont été suspendues pendant 3 ans, de 2020 inclus à 2023. Aussi, quand même, ouais. Et depuis janvier, elles sont revenues, elles sont désormais adoptées, me semble-t-il, par le Parlement. Je crois qu'il faut encore une décision du Conseil pour qu'elles soient appliquées. Et ces règles budgétaires sont strictes. Elles vont nous obliger, chaque État membre, à ramener notre dette publique progressivement vers 60% du PIB, avec des délais qui sont plus importants que ceux que nous avions par le passé, mais il faut aller dans cette direction, des déficits publics élevés qu'il va falloir réduire. Et c'est sans doute une des raisons pour lesquelles, en prévision des politiques d'austérité budgétaire, un certain nombre de candidats à l'élection européenne, un certain nombre d'anciens dirigeants de l'Union européenne appellent à une stimulation budgétaire commune, moins coûteuse sur les finances publiques. En une minute, l'union des marchés de capitaux, ça peut être une solution. On a besoin d'une union pour l'investissement qui englobe l'union bancaire afin de canaliser l'épargne vers les investissements. Je pense qu'une fois de plus, la solution ne viendra pas de décisions technocratiques européennes. Je pense qu'il faut effectivement, pour tous les investissements dont nous avons besoin, que les marchés privés soient plus importants, plus disponibles, plus ouverts. Ceci étant, pourquoi est-ce que les États-Unis ont des marchés de capitaux plus ouverts, plus importants ? D'abord parce qu'il y a des plans de pension qu'en France, nous refusons. On refuse la retraite par capitalisation, alors que c'est une manne considérable d'investissement. En plus, ça crée des retraites supérieures avec des cotisations inférieures. Donc, mais on est idéologiquement fermé. Par ailleurs, l'épargne américaine est beaucoup plus tournée vers l'investissement dans l'entreprise. Elle est moins importante,
facialement, elle l'est beaucoup plus avec les plans de pension. Donc, elle est beaucoup plus tournée vers l'investissement industriel, commercial, économique. Et puis, d'une manière générale, il y a effectivement une certaine liberté aux États-Unis qui est plus importante que celle qu'on trouve en Europe, et des connexions entre les États, les 50 États américains, qui sont beaucoup plus faciles qu'entre nos presque 30 États européens. Merci beaucoup Jean-Philippe Delsol d'avoir participé à cette émission. Merci Jérôme Kriel, directeur des études de l'OFCE. Et je le précise, vous-même, vous êtes président de l'IREF. On l'a bien compris sur ce sujet inépuisable que l'Europe est pionnière en matière de régulation, notamment du numérique. Elle envisage désormais d'investir davantage dans les filières technologiques innovante, peut-être à l'image de la Chine et des États-Unis, trouver les moyens, les modalités. Ça va notamment être débattu pendant cette campagne des élections européennes. N'oubliez pas de voter. Merci messieurs d'avoir nourri le débat grâce à cette émission. Tout de suite, le reste de nos programmes sur TV Finance. Merci de votre attention. Madame.